en a beaucoup qui ne sont pas mis aussi à la page, qui gardent des stratégies sur Google Ads telles qu'on le faisait il y a 8 ans, mais ça marche pas non plus, quoi. Faire du Google Ads avec un site vitrine pas optimisé, où le tracking il est compliqué à mettre en place, c'est un no-go, quoi. On s'en fout que ce soit beau, faut qu'ils convertissent à la fin. Je voyais trop souvent des consultants qui se perdaient dans la donnée, quoi. En regardant 150 KPI, 15 000 trucs qui ne servent absolument à rien. Faut que tu regardes globalement 2 ou 3 KPI et ça suffit, quoi. Les nouveaux consultants, ils sont en mode stratégie d'enchère, algo, YouTube, bidule truc. Mais non, ils oublient la base. Oublie Google. Travaille ton site avant. On est dépendant de Google, de Facebook. Les jours, on va même pas diffuser, on ne sait pas pourquoi. Ton compte, il peut être bloqué. On est tous dans le même bateau là-dessus et il faut juste être réactif, en fait. Ces outils-là, que ce soit Google, Facebook, etc., autant il y a quelques années, c'était assez prédictible. Aujourd'hui, ce qui est terrible, tu ne sais jamais de quoi le lendemain sera fait. Pardon. J'y interview les entrepreneurs, freelance et dirigeants les plus résilients pour te donner la force de continuer ton aventure entrepreneuriale. Bon visionnage et surtout, ne lâche rien. Hello Yanis, comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ouais, super, en forme. Cool de t'avoir pour cet épisode 2 dans le studio. On va parler spécialement de Google Ads aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, l'idée c'est de vous faire une masterclass Google Ads. Si vous êtes dirigeant d'une PME ou ETI et que vous vous demandez comment attaquer ce monstre qu'est Google Ads, je pense que cette heure de contenu va beaucoup vous aider. On va passer en revue l'évolution de Google à travers les années d'existence de l'outil. On va se mettre à votre place, c'est de vous donner les clés de compréhension sur à quel moment vous devez utiliser Google Ads, comment l'utiliser, par quoi attaquer une fois que ça marche, comment essayer de scaler, et aussi penser toute votre stratégie marketing au-delà de simplement Google Ads, à savoir vos offres marketing, comment les marketer sur Google, est-ce que faire de la croissance interne sur Google ou externe en passant par des agences de génération de prospects comme nous, et on terminera par le futur de Google Ads, et surtout on vous donnera une checklist, je pense, des 10 erreurs à ne pas faire si vous vous lancez sur Google Ads ou si vous passez par des intermédiaires comme nous. Ça te va ? Parfait. Cool. Du coup, ce que je te propose, c'est on va attaquer un peu sur la partie histoire de Google Ads pour démystifier un peu l'outil. Sur les 10 dernières années, je pense que l'outil a pas mal évolué. AdWords, exactement. Ouais, on sent effectivement quand tu as discuté avec des personnes que quand on te parle encore d'AdWords, c'est qu'il y a peut-être encore un train de retard. Ouais. D'ailleurs, c'était comment Google à l'époque d'AdWords ? Déjà, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a encore énormément de clients qui nous parlent AdWords. En 2024, maintenant, c'est vrai que ça fait longtemps que ça a changé de nom. 2018, je crois. Même un peu avant, je pense. Hein. Mais bref, c'est vrai que le nom, il est resté ancré. Donc, il faut peut-être s'actualiser là. Et pour Google, je pense que c'est plus toi qui a la main là-dessus avant. Moi, c'est vrai que j'ai commencé Google Ads en 2019-2020. Ouais. J'ai pas trop connu cette ancienne époque. Donc, je pense que ce serait mieux que ce soit toi qui en parle. Globalement, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que tu avais un contrôle à 100% sur ton achat média. Il n'y avait que le search, globalement. YouTube n'existait pas. Il y avait le GDN, le Display Network. Donc, ça va être toutes les bannières que tu peux voir s'afficher sur tous les sites web. C'était pas mal. Et c'est tout. Ça se résumait à ces 2 leviers-là. Et sur le search, tu avais un contrôle total à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu avais une capacité à fixer une enchère fixe pour un mot-clé précis. Ton enchère n'était globalement jamais dépassée. Donc, quand tu mettais une enchère à 1 ou 2 euros, tu payais 2 euros max. Ouais. Tu avais une importance énorme sur le score de qualité. C'était vraiment l'indicateur qu'on regardait beaucoup à l'époque. Le score de qualité, c'était quoi ? C'était globalement une analyse tripartite sur Google Ads de ta qualité en termes d'annonces, ta qualité en termes de expected click-through rate, donc le taux de clic attendu par rapport à ce que tu proposes face à l'utilisateur, et la convivialité de la page de destination. Et plus ton score de qualité était élevé, plus tu avais une capacité dans la partie mise aux enchères, de payer moins cher ton clic pour une position dédiée. Donc en gros, tu passais ta journée à fixer ton enchère par rapport au prix que tu étais prêt à payer, et ensuite c'était itération d'annonce, itération sur ta LP, jusqu'à avoir le meilleur score de qualité possible. Et tu savais que quand tu avais 10 sur 10, tu étais au top.
Donc c'était ultra simple, Hey, c'est Thomas, j'interromps 30 secondes cette vidéo pour te partager une news qui va te plaire. Comme tu sais, on est spécialisé dans la génération de prospects sur le web et on a créé la plus grande communauté Discord pour venir partager toutes les techniques en génération de prospects sur le web. C'est gratuit, on est déjà plus de 1000 membres, donc si le contenu de la chaîne te plaît, n'oublie pas de t'inscrire et de rejoindre le Discord. Le lien sera dans la description de cette vidéo. C'est tout, je te remets tout de suite le contenu. Et sur la partie mots-clés, c'était très simple aussi parce que tu savais quand tu achetais un mot-clé, il n'y avait pas d'écran de fumée, quoi. Tu allais diffuser sur ce mot-clé-là en exact, en expression exacte, donc toutes les variantes contenant ton mot-clé. Il y avait bien évidemment le large, mais qui n'était pas le large qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, pour les annonceurs qui démarraient, même si Google a ce discours un peu différent, moi je pense que Google Ads, AdWords, du coup, était beaucoup plus simple il y a 8 ans, 9 ans. Il n'y avait pas de surprise, en fait. Il n'y avait pas de surprise. C'était très cartésien comme approche. Ouais. Versus aujourd'hui, tu te lances. Performance max, discovery, le search, tu sais pas sur quoi tu diffuses, stratégie d'enchère, smart bidding, algorithme, annonce responsive, vidéo. On te cache presque la moitié des en plus. T'as plus accès à rien. Donc il faut voir que effectivement à l'époque c'était génial. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu avais le recul, je pense à l'époque, de comprendre la mécanique interne de Google sur la mise aux enchères, etc. Ce qui te donne aujourd'hui, je pense, un unfair advantage par rapport à des consultants, tu vois, qui vont se lancer il y a 1 ou 2 ans, qui n'ont pas vu cette évolution, qui ne comprennent pas les mécanismes de Google Ads. Évidemment, aujourd'hui, quand tu es une ETI, une PME, que tu veux te lancer sur Google Ads par toi-même, honnêtement, tu es perdu. Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est hyper dur. Et si tu fais appel à des consultants, ce qui est, à mon avis, un facteur différenciant et qui pourra donner des clés de compréhension, je pense, à ceux qui vont nous écouter, qui se posent la question, c'est que plus ton consultant, il est là depuis longtemps, qu'il a connu AdWords, qu'il a évolué avec l'outil, plus il va être capable d'éviter tous les pièges, toutes les erreurs que Google a aujourd'hui. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas mis aussi à la page, qui n'ont pas évolué, et donc du coup qui gardent des stratégies sur Google Ads telles qu'on le faisait il y a 8 ans, mais ça marche pas non plus, quoi. Donc des bons consultants Google Ads aujourd'hui, c'est des personnes qui ont beaucoup d'ancienneté et qui ont été capables de se remettre en question par rapport à l'évolution de l'outil et de surfer sur les nouveaux leviers, tout en ayant cette historique et les clés de compréhension qui sont la clé du succès, quoi. Ouais, complètement. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, avant, le profil était vraiment technique. C'était vraiment très technique, analytique. Et maintenant, on a de plus en plus besoin d'un profil créatif, voire entrepreneurial, en fait. Il faut vraiment comprendre le business de la personne, venir avec des nouvelles idées, notamment pour la LP, même pour les annonces, même pour la vidéo, pour le Performance Max, maintenant, on a beaucoup besoin de vidéo. Ouais. Globalement, si on devait effectivement, je pense, peindre un peu le profil de ce mouton à 5 pattes qui est le consultant Google Ads d'excellence, je pense qu'on mettrait en number one la vision business avant tout. C'est ça, ouais. Clairement. Quelqu'un qui comprend les enjeux du marché sur lequel il va travailler, qui comprend les attentes de l'audience. Tu peux le dire, mais nous, globalement, quand on attaque un marché chez l'e-studio, qu'est-ce qu'on fait ? On ne regarde même pas Google Ads, on fait ce qu'on appelle un MVB. Ouais. Je pense que tu peux expliquer un peu Ouais, en fait, on va aller voir tous les concurrents, tout ce qui se passe, leur angle marketing. Moi, un petit truc que j'aime bien faire aussi, c'est aller regarder les forums. Ouais. C'est, par exemple, si on prend la thématique de la mutuelle, moi, j'aime bien aller voir tous les forums, ce qu'ils disent pour la parole du prospect, en fait. Ouais. Et ça donne beaucoup de billes pour faire son copywriting derrière. Donc ouais, c'est en gros vraiment avoir une étude de marché à fond, ne même pas toucher à Google au début. Niveau mots-clés, ne même pas trop se prendre la tête, en fait. Tu mets 5-6 mots-clés un peu larges, t'attends d'avoir de la data. Mais au début, ouais, c'est vraiment étude de marché à fond, comprendre le business. Et c'est comme ça que tu peux être performant. C'est essentiel. Cette phase de découverte, elle est vraiment essentielle. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous demandez effectivement avec qui travailler, que ce soit en interne ou en externe, si ton agence, en fait, tout de suite, elle va te parler technique, oublie. Il faut que tu aies un consultant ou une agence qui va d'abord, effectivement, avoir cette prise de hauteur, se dire, attends, ok, ton business, il est sur tel marché, ton audience, elle attend quoi, qu'est-ce qu'elle va chercher, c'est quoi ses comportements, ses points douloureux, ses attentes, pourquoi est-ce qu'elle devrait aller chez toi plutôt que chez un concurrent,
pourquoi est-ce que son besoin il est reconnu, urgent et douloureux, et du coup qu'est-ce que tu mets en place, c'est quoi ta proposition de valeur, etc. Et en plus, ça a un double intérêt parce que ça nous aide nous pour les campagnes, mais ça aide aussi le client. Parce que souvent, le client, il est un peu dans le flou. Il pense que son offre, c'est la meilleure sur Terre. Mais quand tu le challenges un peu, tu lui poses des questions et il voit que c'est pas encore bien ficelé, quoi. Ouais, exactement. Donc, de toute façon, ça, c'est la clé, c'est ne va pas sur Google Ads. De base, si ton offre, t'as pas déjà un premier market fit, etc., quoi. Ou au contraire, que tu as peut-être une idée de ton market fit et que tu veux le tester. Ça, c'est très bien. Mais si tu vas en mode, je sais pas trop, tiens, je vais acheter des mots-clés, on va voir ce qui se passe, tu vas te faire éclater. Bon. Donc ça, c'est la facette numéro 1, je pense, effectivement, du bon consultant ou de la bonne agence ou du bon partenaire ou du CDI en interne que tu vas onboarder en tant que head of acquisition, etc. 2, moi, je pense que je mettrais le business et 2, copywriting, en fait. Ouais. Non, mais copywriting, pour moi, c'est le plus important maintenant, limite. Hein. Parce que copywriting, au-delà de savoir écrire des landing pages qui convertissent, c'est un bon copywriter, si tu veux, il a vraiment une intelligence business supérieure. Parce qu'il a tellement écrit, en fait, il a tellement fait des recherches qu'il connaît parfaitement sa cible. Et surtout, il connaît sa cible au début, mais il sait aussi comment étendre cette cible. Il sait, par exemple, si on a une cible pour le démarrage, il va savoir quelle cible potentiellement peut être intéressée pour ce même problème en prenant un autre axe marketing. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais ça donne beaucoup de billes en fait pour aller scale après. Donc c'est clairement, pour étendre, etc. et mettre en valeur l'offre du client. Moi, je me souviens, j'avais appris en 2000, quand j'avais redémarré en 2014-2015, 2016, sur ces 3 années, j'ai vraiment, je pense, up en marketing en écoutant le podcast de Stan Leloup. C'était à l'époque où il démarrait et il avait un podcast, alors je ne sais plus le nom, mais il avait passé en revue les principes de manipulation, enfin d'influence et manipulation de Robert Cialdini, avec des exemples ultra concrets et hyper bien vulgarisés. Et je pense que tout bon, de toute façon, consultant aujourd'hui, s'il ne connaît pas ces principes, s'il n'est pas capable de les manier et de comprendre les biais de la psychologie humaine, etc., il ne pourra pas être bon sur Google ou autre, quoi. Clairement. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs. Bon, je digresse, mais si on regarde pourquoi est-ce que aujourd'hui Meta, Facebook, en fait, sont aussi forts, c'est que, je ne sais pas si tu le savais, mais Zuckerberg, c'était un passionné de psychologie. C'est-à-dire que quand il était à Harvard, etc., certes, il avait tous ces trucs computer and science, mais à côté, il prenait des cours sur toute la psychologie humaine, comprendre le fonctionnement humain et comprendre justement toutes ces histoires de biais psychologiques et comment est-ce que tu vas manipuler ou influencer des comportements humains vers des objectifs que toi-même tu as envie qu'ils prennent ou des actions qu'ils prennent. Et c'est marrant quand tu prends ce recul-là de voir que finalement ce mec qui est extrêmement brillant a build des réseaux sociaux qui sont d'une addiction rare et que je pense pas qu'on serait autant addict à ces réseaux sociaux si de base, globalement, Zuckerberg avait pas une très très bonne compréhension de ce que l'être humain attend et comment il fonctionne, quoi. Clairement. Et ça s'applique à tous les niveaux du marketing, quoi. Donc, notre mouton à SoundPact. Très bon businessman, très bonne vision business, compréhension des enjeux du client, excellent marketeur, copywriter. En 3, tu mettrais quoi ? La partie analytics, je pense. Ouais, clairement. Qui est data-driven, en fait, qui sait analyser les données. C'est vrai que Google, on a beaucoup de données analysées, le CTR, le CPC, le CVR, on a énormément de données comme ça. Et je pense, au-delà de comprendre ce que c'est, faut savoir les analyser. C'est-à-dire, ok, bon, j'ai un haut CTR, mais mon CVR, il est nul. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire concrètement que mes annonces, ça marche, mais que ma landing page, elle n'est pas bonne. Donc, savoir réagir là-dessus et comprendre les données et savoir surtout avoir les meilleures données possibles. Parce que là, c'est un peu ce que tu disais au début sur Google. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bonnes données, d'envoyer des bons signaux à Google. Ça aussi, c'est une technique à maîtriser, c'est comment envoyer les meilleures données possibles à Google. Exact. Je pense que la maîtrise de la donnée est importante. Alors, il y a 2 choses. C'est que déjà, avant de parler de maîtrise de la donnée, tu l'as bien rappelé, c'est avoir une capacité à travailler sur de la donnée de qualité et de la bonne donnée. Globalement, pour donner un peu de contexte, effectivement, à l'époque, on avait beaucoup d'infos. Maintenant, Google, il nous cache la moitié des informations parce que lui-même ne les a plus. Cette année, on va avoir la fin des cookies tiers, donc on va devoir travailler sur en fait de la donnée qui nous appartient, donc pour laquelle on est propriétaire, donc ce qu'on appelle du first party. Donc Google aura beaucoup moins d'infos
a priori sur ton business et il va apprendre avec toi. Ouais. Donc, tu as une importance aujourd'hui à aller transmettre des fichiers clients, lier les visiteurs de ton site web, créer des audiences de remarketing qui sont en fait qui t'appartiennent pour venir nourrir effectivement ton compte Google Ads de manière à ce que derrière tu puisses bien travailler. La deuxième chose, c'est effectivement une fois que tu as cette data, moi je vois trop souvent, enfin en fait je voyais trop souvent des consultants qui se perdaient dans la donnée quoi. Ouais. En regardant 150 KPI, 15 000 trucs qui ne servent absolument à rien. Je pense qu'il peut être intéressant pour démystifier le truc là-dessus, c'est de te dire, il faut que tu regardes globalement 2 ou 3 KPI et ça suffit quoi. Tu mettrais quoi en top KPI que tu dois regarder pour bien faire ton boulot? C'est toujours la logique 20-80. Hein. D'abord, moi je regarde le CVR de ta landing page. Si ton taux de conversion, le taux de conversion CVR, si le taux de conversion il est pas assez haut, ouais. Après ça dépend des marchés, hein, mais si tu sais très bien que si tu augmentes un peu ton taux de conversion, tout de suite ton CPA il va baisser directement en fait. Ouais. T'as un taux de conversion. Direct, voilà. Ouais, taux de conversion. Donc moi je dirais le taux de conversion. Ensuite, le CTR, je pense que le CTR tes annonces, c'est un bon indicateur. Donc le CTR, c'est le click-through rate, c'est le taux de clic. C'est ça, ouais. Ouais. Et le CPC aussi, j'aime bien regarder, parce que surtout que là, Google, depuis 2-3 ans, je dirais, il s'amuse à artificiellement des fois pumper le CPC. Ouais, c'est le problème. Ouais, ça, je regarderais ces 3 en priorité. Là-dessus. Je t'en vois d'autres. Alors, en priorité, moi, ce que j'avais, pour ceux qui ont rejoint toutes les formations qu'on a sur Lead Studio, en fait, si tu te lances sur Google Ads, pour moi, il y a une seule. Moi, en fait, il y a un seul KPI que tu dois regarder, c'est le volume de conversion. C'est déjà, quand tu confrontes ton offre à un marché, est-ce que tu fais des conversions? Les principales questions qu'on va avoir dans le Discord aujourd'hui, ou tu vois, quand on parle à nos clients, d'un point de vue purement technique, Google Ads, c'est quelle stratégie d'enchère je dois utiliser, quelle annonce, quel truc, la technicité. Mais en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est par rapport à des mots-clés sur lesquels tu achètes. Donc, tu es censé avoir les bonnes intentions utilisateurs si le level 1 et 2 ont bien été faits. Hein, tu as bien compris ton audience, ta vision business et que tu as bien copyrighté ton offre. À partir de là, est-ce que juste ton offre, elle fait des conversions quoi? Et si tu n'as pas de conversion, ça ne sert à rien de regarder en fait, le taux de clic, etc. C'est juste qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Soit c'est ta LP qui ne va pas, donc ta landing page, soit c'est, je sais pas, tu t'es planté, ton offre, elle n'est pas bonne, il faut que tu repenses un truc. Ouais, améliorer son offre, clairement. Et une fois que tu commences à avoir des conversions, le deuxième, effectivement, KPI qui est le plus important, c'est le taux de conversion. Donc, c'est, OK, ton offre, il y a l'air d'y avoir peut-être une première ébauche de market fit. Maintenant, tu es censé avoir un taux de conversion qui est le plus élevé possible parce que tu ne pourras pas scale sur Google Ads et être rentable si ton taux de conversion n'est pas bon. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique de ne pas forcément regarder tes campagnes, mais comme tu l'as dit justement, c'est de penser ton funnel marketing, de penser ta landing page de manière à ce que tu aies une expérience de conversion qui soit extrêmement élevée. Et ça, on l'oublie. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir du contexte, ou quand on parlait d'AdWords, etc., c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, l'expérience et la convivialité de la page destination, c'était un des number 3, enfin des top 3 des critères qu'on avait en 2014, 2015, 2016, 2017. Et tu passais beaucoup de temps à cette époque-là, en fait, à regarder ta page de destination. Ton temps de chargement, est-ce que tu as bien tes mots-clés dans ton titre, etc. Aujourd'hui, en fait, comme les nouveaux consultants, ils ont même plus, limite, ça même plus définir le score de qualité. Ben, en fait, ils sont en mode stratégie d'enchère, algo, YouTube, bidule truc. Mais non, ils oublient la base. Tu oublies la base que, oublie Google, travaille ton site avant. T'as pas besoin de après, le quality score, c'est aussi, c'est moins important qu'avant, clairement. Ouais. Mais moi, je le regarde toujours. Je l'ai pas cité là dans les KPI. Mais je le regarde toujours parce que je le vois quand même. Hein. Si tu passes d'un score de qualité de 6 à 8, 9, ton CPC il baisse quand même. Hein. Donc, non, mais c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Aussi. Et c'est là où, encore une fois, avoir grandi avec l'outil te ramène toujours au fondement qui est attends, bah ouais, mais en fait, est-ce que ma landing page elle est bien? Est-ce que mon taux de clic attendu est bon? Etc. quoi. Donc, ça, c'est important. Et après, une fois que tu commences à avoir des conversions, que tu as un beau taux de conversion, d'ailleurs, on peut digresser là-dessus. C'est quoi un bon taux de conversion sur Google quoi? En fait, c'est compliqué de le savoir, parce qu'un taux de conversion, c'est en comparaison avec ton marché, en fait. Ouais. Donc, il y a ça, et il y a aussi, taux de conversion, c'est jamais fixe dans le temps. C'est pas, tu te réveilles un matin, tu dis, OK, là, mon taux de conversion, il est bien. Ouais. Faut toujours chercher à l'améliorer. Ouais. Donc, il faut le voir comme ça, le taux de conversion. Il y avait un autre truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est quand on analyse la donnée sur Google, le plus important sur ton taux de conversion,
c'est de voir, de segmenter en fait. Parce que souvent, on regarde le taux de conversion comme ça, une valeur globale. Il faut segmenter par mobile, par ordinateur, parce que souvent, on va avoir des grosses différences en fait en fonction de l'appareil. Ouais. Et sachant qu'aujourd'hui, presque 70% du trafic, c'est sur mobile, on voit beaucoup d'entreprises qui ont des super beaux sites, une super landing page sur ordinateur, mais dès qu'on passe sur mobile, rien ne marche, des trucs à l'ouest. Donc c'est ça qu'il faut bien regarder aussi. D'ailleurs, vous savez à quel point vous me détestez là-dessus, mais je vous dis toujours avant de lancer des landing pages, t'as regardé sur mobile l'expérience de conversion, tu t'as envoyé la page sur ton téléphone et tout, et on voit des dingueries. T'as l'impression que ta page elle est parfaite. Ouais. En fait, sur mobile, tu peux pas remplir le form, le titre il est pas aligné, le logo a pété, etc. Ouais. Ça ressemble à rien, quoi. Et quand on fait nos benches, c'est trop drôle d'ailleurs de voir ça, quoi. On le voit aussi chez les concurrents. Attends, mais comment ils peuvent laisser tourner ça le mobile peut pas remplir leur forme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, quelqu'un qui voilà, en fait là c'est plus le point 4 du bon mouton à 5 pattes, mais donc du coup data, donc voilà, top 3 des KPI ça va être conversion, taux de conversion et taux de clic. On parle pas volontairement de coût d'acquisition ou de ROI parce qu'en fait ça découle de ces trois là. Si t'as un bon taux de clic, t'as un bon taux de conversion et tu fais des conversions, automatiquement ton CPA il diminue. Donc quelqu'un qui sait analyser de la data, qui sait la comprendre, qui sait aussi jouer avec. Je pense que quelqu'un qui sait même pas faire un tracking sur Google Ads ou une agence qui va te demander tu peux poser les pixels, les machins et qui attend 2 semaines que tu le fasses, mais ça prouve de base que c'est quelqu'un qui a rien compris, quoi. Ouais, c'est un red flag ça. Laisse tomber. Donc ça, énorme red flag. Et ensuite, point 4, tu avais quoi en tête? Je dirais être proactif. Être proactif avec son client. C'est même si le client... ça se passe bien, imaginons que ça se passe bien après un mois, c'est toujours à lui donner d'autres conseils, toujours à lui donner des idées pour scaler aussi son business. Ça rejoint aussi le premier point là, de la vision business. Mais être proactif avec son client, je pense que c'est important. Ça, je le mettrais en tout. Okay. Là où je voulais plus nous amener, c'est quelqu'un qui, du coup, on a parlé beaucoup de LP, beaucoup de mise en forme. Oui, la partie créa, oui. C'est quelqu'un, en vrai, qui sait un minimum designer ou qui a une volonté d'être dans une logique d'AB test constante et qui va prendre en main aussi ton site, pas faire le design, mais changer, faire le last mile, quoi. Ok, t'as un très bon one-page builder ou un bon site, mais en fait, ton bouton, il est pas au bon endroit, ton titre, il est pas assez gros, ton form, il est pas là où il devrait être. Le CRO, quoi. On va avoir des notions de CRO. Exact. Une agence qui veut pas toucher à ton site web, un consultant qui dit ah non mais moi ça me concerne pas, je touche à rien, énorme red flag aussi. Impossible. Impossible. Et ça tu peux le dire chez nous, hein. Enfin vous faites tout. Mais c'est ce que je dis, en fait j'en parlais souvent avec Hugo, qui est un autre média buyer à l'E-Studio, c'est impossible de travailler avec un client où on n'a pas la main sur la LP. Pour moi c'est impossible. Parce qu'en général, on va en parler après, mais la plupart des entreprises ont un site vitrine en fait qu'ils utilisent pour tout. Qui est en général beau, mais on s'en fout que ce soit beau, il faut qu'ils convertissent à la fin. Et faire du Google Ads avec un site vitrine pas optimisé, où le tracking il est compliqué à mettre en place, c'est vraiment c'est un no-go, quoi. Je pense que c'est vraiment des outils clés et t'as ton site vitrine et donc du coup surfer sur des sites qui t'apportent des meilleures expériences de conversion, des outils, est essentiel aujourd'hui. Nous on utilise Unbounce. Il y a peut-être d'autres outils en tête, je pense. Unbounce, c'est vrai que c'est assez cher. En tout cas, le plus important quand on choisit un CMS, c'est vraiment la rapidité d'itération. La lourdeur, je sais pas comment dire, mais le fait que la page charge vite. Il y a aussi beaucoup de sites qui sont sur WordPress, par exemple. Même s'il y a des plugins qui sont pas mal pour AB test, mais au final, la page, elle est quand même assez lourde. Et ça pénalise. WordPress, c'est red flag. Moi, j'aime pas trop du tout. Ça pénalise quand même beaucoup le quality score. Au final, c'est pas une bonne expérience. Donc non, CMS, Unbounce. Swipe Pages aussi, c'est bien. Ok. Swipe Pages, j'aime bien. Instapage. Instapage, ouais. Pas mal. Et Webflow. Webflow, après Webflow, c'est plus compliqué quand même. Là, tu peux difficilement demander effectivement à quelqu'un qui est consultant Google Ads ou agence de maîtriser Webflow. Ceci dit, si tu as un bon designer qui est aussi bon marketeur et qui fait le duo et la paire avec ton consultant, c'est essentiel, quoi. Mais nous, on est sur Unbounce, je pense qu'on peut le dire pour une raison, c'est que quand t'es pas développeur, t'es pas dev, en vrai, c'est tellement facile à prendre en main. Moi, je suis le pire créa de la planète, mais demain, tu me lâches sur Unbounce, en 1 minute, je suis capable de faire une LP facilement, avec leur outil d'IA, tous leurs templates, et ça passe.
Donc, quelqu'un qui a quand même cette volonté de faire du design, c'est essentiel. Et tu ne peux pas réussir sur Google Ads si tu ne maîtrises pas ces parties-là. Du coup, il nous manque la cinquième patte du mouton. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Le mouton, faut que je me rappelle du mouton. Le mouton, il est très bonne vision business, compréhension marketing du client, excellent copywriter, très bon data analyst qui est capable de faire la tracking, très bon UX, designer, etc. Mais en fait, on est bête. Quand même, la cinquième patte, c'est un moment, il faut quand même qu'il ait la partie technique sur Google. Voilà, la cinquième patte, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience sur Google, mais je pense que c'était l'introduction. Plus il a de la seniorité, plus il a vu l'outil évoluer, plus il est bon. En même temps, je ne conçois pas aujourd'hui une bonne agence Google Ads ou un bon consultant ou une bonne agence de génération de prospects s'il fait que du search, quoi. Ouais, search c'est super au début pour tester son offre, même dans tous les cas pour commencer sur Google. Après c'est vrai que t'es quand même vite limité, vu qu'en fait t'es limité au nombre de recherches de ton prospect. Google, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup en avant le Performance Max maintenant. Nous, je sais qu'on n'est pas fan chez Lead Studio. Après, c'est peut-être qu'on n'a pas non plus craqué le truc. Il y a le podcast que tu as fait avec Jérémy Lacoste, où il parle beaucoup de Performance Max. Ils font que ça, chez Meilleur-Taux. Ils ont un peu craqué le truc. Donc Performance Max, c'est vraiment avec des pincettes. Ils l'ont craqué, je pense, parce qu'ils ont un effet de taille qui est, ce que disait Jérémy, qui est hyper élevé. Donc... et ça fait partie du point 3, c'est que je pense que chez Meilleur-Taux, ils sont excellents sur la data. Ils ont des montagnes de données propriétaires, de first party, sur lesquelles ils vont nourrir effectivement tout l'algo, ce qui te permet derrière, d'un point de vue performance max, je pense, de pouvoir nourrir la machine et vraiment de cibler les bonnes audiences. Donc là, tu as un peu, si tu es une PME, ETI, etc., que tu n'as pas beaucoup de data, Pmax, pour moi, tu vas te faire éclater. Par contre, quand tu es une très très belle boîte comme Meilleur-Taux, que tu as justement, Jérémy, de ce qu'il nous a expliqué, il a 2 moutons à 5 pattes, que tu as une montagne de données, tu n'as pas le droit de ne pas faire du Pmax. Quoi. Clairement. Tu n'as pas le droit. Donc, non, je dirais search au début, consolider son search. Après, on peut même aller sur du disco, demand gen maintenant, ça s'appelle, en utilisant des audiences sur le search. Toujours. On va y venir, ça. Donc, mais quelqu'un qui maîtrise effectivement tous les leviers me paraît important. On voulait parler du rôle du consultant Google Ads, mais je pense qu'on l'a fait. C'est un mouton à 5 pattes. C'est plus. En fait, je pense que parler de consultant Google Ads, c'est même pas le bon titre. Quand tu vois le truc, c'est un consultant business, quoi. Consultant business, clairement. Consultant business qui va prendre ton business et le mettre en valeur sur toute la machine Google et te challenger juste sur ton offre, en fait. Comment tu la mets en valeur auprès d'une audience qualifiée, quoi. En fait, c'est un peu prendre du recul là-dessus. On n'est plus spécialiste Google Ads, on est spécialiste lead gen, en fait, génération de lead au total. Ce qui nous amène à notre point suivant, qui est que quand tu es une ETI ou une PME, en fait... à quel moment tu as intérêt à passer par des boîtes comme nous versus internaliser ta prod? La génération de leads, ça a plusieurs avantages. C'est d'ailleurs les coûts, on paye beaucoup moins pour tester. On peut avoir des gros volumes rapidement. Et on n'a pas besoin d'internaliser ou de passer par un prestataire ça va mettre beaucoup de temps, il y aura beaucoup de frais fixes. Après, il y a 2-3 désavantages. On n'a pas vraiment accès à la source, normalement, pour dépendant de la source. On n'a pas trop accès au message marketing, normalement. La plupart des boîtes de génération de leads ne donnent pas accès comme ça. Après, c'est le pari qu'on a fait avec les studios. C'est donner de la transparence sur toute la chaîne. Là-dessus, tu peux élaborer là-dessus. Mais en fait, on donne accès à la landing page, on donne accès au message marketing. On dit de quelle source, de quelle régie viennent la conversion. Donc, majorité Google. Comme d'hab, il y a à boire et à manger sur ce marché. Après, c'est pas parce que l'agence n'est pas transparente qu'elle fera pas du bon boulot. Il y a de très belles agences qui sont assez opaques et qui font du très très bon boulot. La question est que, d'un point de vue, je pense, stratégique pour ta boîte, de 1, c'est quand même bien d'avoir de l'interne parce que tu comprends la difficulté global de générer des prospects ou si tu es un site e-commerce de générer du business sur ton e-commerce. Et quand tu comprends ça, déjà de 1, tu comprends que l'art de la lead gen, c'est vraiment un art, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qui est facile
et que ton partenaire de lead gen, il faut aussi en prendre soin, avoir des discussions constructives, parce que ce qu'il fait tous les jours, c'est difficile. Et les meilleures ententes que tu peux avoir avec tes agences, tes partenaires externes, etc., c'est quand tu comprends aussi leur réalité. Tout comme nous, quand on va aborder un potentiel deal avec un client, on va essayer de comprendre sa problématique. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est quoi ses contraintes? Ses objectifs? S'il travaille avec nous, qu'est-ce qu'il attend? Ses attentes? Qu'est-ce que serait un succès? Un échec? Vraiment essayer de se mettre à sa place et de dire, OK, je comprends son besoin. Est-ce que je peux l'accompagner? Et si oui, comment je l'accompagne? Du coup, c'est pareil, je pense que pour une PME ou une TPE ou une ETI, tu veux travailler de manière externe. En vrai, tu ne peux pas avoir un partenariat serein à long terme si tu ne comprends pas ce que la personne fait, quoi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a quand même des clients avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années. Alors je ne citerai pas les clients, mais j'ai des clients sur lesquels ils ont essayé, en fait on l'a vu au fur et à mesure, ils ont fait de l'acquisition interne, ils ont pu s'acheter chez nous, ils ont essayé de rebasculer en interne, et aujourd'hui ils ont compris toute la complexité de l'interne, ils se sont dit ok, moi je laisse tomber, j'y arriverai pas. Je délègue ça globalement à Lead Studio parce que j'ai une confiance sur ce qu'ils font, j'ai de la confiance sur ce qu'ils font. Et ça marche très bien. Et au contraire, il y a des boîtes sur lesquelles ils sont passés par nous pour se lancer, comme tu l'as dit, gros accélérateurs. Ouais. Et puis il y a un moment où ils se disent ok, j'ai compris les besoins, je pense que je peux le faire en interne, j'ai besoin aussi de développer ma marque à moi. Ils ont trouvé la perle rare en acquise, et donc du coup ils arrêtent l'achat de lead et ils le réinternalisent. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation de mon point de vue. Ouais. C'est plus si tu es en mode je veux pas faire l'effort de comprendre ce que c'est que la lead gen, que tu le fasses en interne ou en externe, de toute façon, tu vas juste perdre de l'argent, quoi. Ouais, surtout, ça rejoint tout ce qu'on a dit au début. Hein. Maintenant, une PME qui se lance sur Google de nulle part, comme ça, va falloir dépenser beaucoup d'argent avant de trouver... va falloir faire beaucoup d'erreurs, surtout. Parce qu'au début, Google, c'est pas ton ami. Hein. Ils vont tout te prendre, ils t'affichent rien, ils te font surpayer. Donc, c'est compliqué. Ouais. Donc, acheter des leads, ça peut être une bonne solution. Et après... Quand on trouve un partenaire comme Lead Studio hein, qui remonte aussi tout le funnel et qui aide le client, en l'occurrence ce qu'on fait, ça lui permet aussi d'accélérer sur la partie offre. Ouais. Donc il va s'améliorer rapidement et il va avoir plus de learning avec nous, quoi. Exact. Moi je le vois vraiment comme Coca-Cola en fait. Enfin, The Coca-Cola Company. Coca-Cola, quand tu vas acheter un soda, t'as Coca-Cola, très bien. Donc tu vas parler globalement à tous les utilisateurs qui ont envie d'acheter du Coca-Cola. En même temps, tu as Sprite, tu as Minute Maid, etc. Et donc, du coup, quand tu builds ton acquisition, je pense que c'est important que tu sois comme Coca-Cola, c'est que tu saches faire ton produit et que tu comprennes comment le marketer. Mais en même temps, tu vas faire appel à Sprite et Minute Maid qui vont t'apporter aussi des clients, mais pas de la même manière. Et c'est, pour moi, la croissance la plus saine. Et ce qui est terrible aussi, c'est que ces outils-là, que ce soit Google, Facebook, etc., autant il y a quelques années, c'était assez prédictible. C'est-à-dire que quand tu avais des campagnes qui fonctionnaient, sauf si c'est sur des marchés très saisonniers, tu pouvais être assez confiant de ta performance mois après mois, même semaine après semaine. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que tu ne sais jamais de quoi le lendemain sera fait. Clairement. C'est vraiment le... Et ça, que tu sois en acquise externe ou interne, c'est terrible. Parce que tu as besoin d'avoir un flux constant de prospects qui rentrent, et en même temps, parfois tu vois des dingueries, quoi. Tu diffuses plus, tu surdiffuses, tu payes 3 fois ton clic. C'est aussi ce qu'on dit à nos clients, c'est que nous aussi on est dépendant de Google, de Facebook, on est dépendant de leurs caprices aussi. Hein. Il y a des jours où on va même pas diffuser, on ne sait pas pourquoi, ton compte il peut être bloqué. Donc ça, clairement, on est tous dans le même bateau là-dessus et il faut juste être réactif en fait. Ouais. Et donc il faut jouer sur les deux tableaux. Ouais. C'est un peu en fait c'est de la gestion de portefeuille aujourd'hui, ton acquisition. Comme quand tu gères tes finances, tu vas pas tout mettre sur le Bitcoin bêtement. Tu vas acheter des actifs qui sont plutôt safe, des actifs qui sont un peu plus risqués, mais de manière à ce que peu importe où vont les marchés, globalement tu peux survivre à long terme. Ton acquisition c'est pareil, je pense que si tu es une PME, une ETI aujourd'hui, en tout cas moi si je repartais à zéro, je ferais appel à des fournisseurs de leads, je build mon acquisition en interne, je fais du SEO, et j'essaie de travailler sur tous les leviers, de manière à ce que même si sur une semaine ou deux il y en a un qui plante, ça n'impacte que 10% de mon business. Quoi. Clairement. Et ça, je pense, c'est un des gros enjeux de tous les annonceurs, c'est la fameuse Google Dependency. En fait, aujourd'hui, 80% de ton acquisition, elle vient de Google. Quand Google, il a décidé que demain, il ne te diffuserait pas, tu as 80% de ton acquisition qui part à la poubelle, quoi. Donc, ouais, mais surtout, en fait, on est vraiment dépendant de Google. Tu te rappelles l'histoire de la taxe, là ? Ouais.
Ils ont pris une taxe et au final, ils te mettent leur taxe sur tes factures. Elle est terrible celle-ci. Ouais, elle nous fait très très mal à nous, la fameuse taxe GAFA. Mais typiquement, le problème de situation de monopole, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, quand tu advertises en France, c'est quoi? C'est la Commission européenne, il y a quelques années, donc ils ont passé cette taxe GAFA à cause de l'évasion, pour essayer de pallier à l'évasion fiscale des GAFA. Ils se sont dit, OK, à partir du moment où tu fais du business dans l'Union européenne, tu vas globalement nous redonner 2% de ton chiffre d'affaires, parce qu'on sait que globalement, c'est ce que tu nous gruges avec tes stratégies d'optimisation fiscale. Fine. Bon, Facebook, il la paye, etc. Le problème, c'est que Google, c'est un monopole. Et qu'est-ce qu'a fait Google? OK, fine, très bien. Ça l'a payé pour moi. Vas-y, du coup, tous les annonceurs qui vont annoncer en Europe, en fait, c'est de votre faute que je paye ces 2%. Ouais. C'est toi qui annonces en Europe, t'as qu'à pas faire ça. Je te refacture les 2%. Et nous, on se retrouve, en fait, aujourd'hui, à payer 2% sur toutes les dépenses Google qu'on a en France. Je crois que d'ailleurs, c'est 3%. On est en Belgique, et Belgique, c'est 3%. Encore pire, parce qu'en fait, ils ont arbitré selon chaque pays. Mais ça, quand tu vas dépenser, en fait, nous, on dépense entre 200 et 400 000 euros par mois sur Google, selon les besoins et les périodes. Quand tu prends 2% de 400 000 euros, 8 000 euros à la fin de pertes comme ça, sur ton dépense. Donc, c'est même pas 2% sur ta marge, etc. C'est 8 000 euros donc, globalement, c'est un salarié chargé à temps plein, senior, 5 ans d'expérience en créa, etc., qui part comme ça à Google. Ouais. Ça, c'est ouf. Ça, je trouve ça ouf. Et c'est les problèmes de la Google dépendent d'ici, quoi. Mais c'est aussi bien le DMA, le consentement qui arrive en mars. Ouais. C'est aussi dans le but de donner moins de pouvoir à ces GAFA. Ouais. Après, c'est ce qu'on vient de dire. En fait, le problème, c'est que oui, ils auront moins de pouvoir, mais ils vont toujours nous le faire payer d'une manière ou de l'autre. Donc, il faut, aujourd'hui, quand tu as 100 à dépenser, à mon avis, il faut que tu dépenses effectivement là où tu es rentable, mais il faut anticiper. C'est-à-dire que tu peux pas mettre 100% sur Google, tu peux mettre 70% sur Google, tu dois aller sur TikTok, tu dois aller sur Meta. Et puis, tu dois penser aussi au classico. Tu dois faire un peu de mailing, tu dois faire un peu de presse, etc. Essayer de diversifier tes sources. Bon, dans l'épisode précédent, on disait que le mailing, c'était mort. Le mailing, ça fonctionne sur tes propres bases. Location de base, etc. Tu risques d'avoir des problèmes, et avec le RGPD, ça risque d'être très, très difficile. Mais effectivement, il faut que tu penses ton acquisition globalement. Et les agences qui vont être capables justement d'annoncer à la fois sur Google, Meta, TikTok, etc., tout en gardant évidemment de la qualité, sont celles qui, à mon avis, vont survivre, quoi. Donc, repenser ton acquisition à 360, c'est essentiel, et faire appel à des prestats externes, internes, pour réussir, quoi. Donc, c'est du boulot, hein. De toute façon, c'est un métier à temps plein. Dans notre parcours, du coup, de ETI, donc, on a balayé, effectivement, est-ce qu'il faut que tu externalises. Bon, ça fait beaucoup d'infos à notre audience. On s'est dit que ce serait pas mal quand même de se dire, ok, tu démarres, tu commences par quoi quand même? Genre quick win là. Pour moi, quick win, Google. Ouais, Google, hein, parce qu'en vrai, c'est vrai, en fait, la plupart des ETI PME sont tentés de faire du méta au début. Moi, je suis vraiment pas fan de cette approche, parce que méta, c'est, en fait, il n'y a aucune intention d'achat dans les audiences. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller... Méta, pour moi, c'est vraiment pour scale, une fois que tu connais ton offre et que tu as vraiment perfectionné l'offre. Donc déjà, pour commencer, Google, Search, aller en bas de l'entonnoir de conversion, en fait, aller chercher les prospects là où ils sont intéressés par nos services, aller sur des mots-clés intentionnistes à fond. Par exemple, pour la piscine, je sais pas, quelqu'un tape installer une piscine à Coq, par exemple. On va acheter ce mot-clé, lui mettre une landing page dédiée à ce mot-clé. Et en fait, ça, t'as directement des résultats, en fait. Et donc, utiliser le search pour perfectionner l'offre. Et même pour les commerciaux, en fait. Si on a des commerciaux, perfectionner le message, savoir les rappeler à temps, tout ça, c'est mieux avec Google, en fait. Commencer. Moi, la grille de lecture que je donnerais à ceux qui nous écoutent là-dessus, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que tu vends? Et si ton produit il répond à un besoin urgent, reconnu et douloureux, qui sont les 3 piliers du marketing, Google direct. Parce que tu vas pouvoir cibler les personnes qui ont reconnu le besoin, qui ont compris que c'était urgent et qui est vraiment douloureux. Après, si ta solution fonctionne, c'est un bon moyen de vérifier que ta solution fonctionne. Si ton business aujourd'hui, il est quand même sur un marché très émotionnel, que tu vends plus une idée, un concept, mais tu réponds pas directement à un besoin, pour le coup, Google va te servir à rien.
Ouais, si le produit il est compliqué à expliquer, c'est mieux d'avoir de la vidéo, de faire du méta. Mais... Non, mais par exemple, je pense à, tu vois, une marque qui cartonne, la Respire, les déos Respire. Ouais. Tu vas jamais taper sur Google, acheter un déodorant, non, tu vas l'acheter chez Carrefour, etc. Ce que fait Respire, c'est ils vendent une idée, un concept, de te dire, tu peux faire, enfin, je connais pas très bien Respire, je vais peut-être dire des énormes bêtises, mais déjà c'est incarné par une fondatrice qui est excellente d'un point de vue marketing, qui a tout compris sur les codes, et surtout qui te vend en fait une idée où c'est comme Apple qui te vend le fait, pas un ordi, je te vends le fait que think different, quoi. Là, en fait, des leviers comme Google, Insta, etc., où tu vas vraiment travailler plus sur les émotions de ton audience, véhiculer une idée et pas du tout axé sur un besoin essentiel, je pense que Facebook et Meta sera bien plus utile, quoi. Il y a quand même peut-être cette petite dichotomie à avoir, de se dire, mais qu'est-ce que je fais comme produit, c'est comme mon audience, et en fait, qu'est-ce que je vends, quoi. Et ça revient, je pense, aussi à ce qu'on se disait en intro, c'est ta bonne agence et ton consultant, c'est quelqu'un qui va te poser les bonnes questions par rapport à ça, en te disant, attends, tu vas faire du Google, mais ton besoin, il n'est pas urgent, il n'est pas reconnu, il n'est pas douloureux. Toi, tu vends des émotions, tu vends une idée, tu vends un concept. Ça ne marchera jamais sur Google, quoi. Donc voilà, quelqu'un qui va te challenger sur ton business. Donc par où commencer se poser les bonnes questions et savoir, ok, voilà, qu'est-ce que tu vends? Si tu vends quelque chose qui est très cartésien, Google direct. Autrement, je pense que Facebook et Insta restent quand même très très forts, quoi. Ouais, 4 milliards d'utilisateurs par mois, c'est quand même... C'est quand même pas mal. Et puis les outils de ciblage sont quand même pas dégueux. TikTok, t'en penses quoi? TikTok, on en a parlé un peu la dernière fois. J'en ai pas énormément fait, moi. Mais je sais que les audiences, elles sont quand même... c'est les meilleures audiences, hein, comparé à Meta et Google. Ouais. C'est hyper précis, en fait, le ciblage. Après, Google, c'est un autre game, j'ai l'impression. C'est la vidéo, il faut vraiment être bon en vidéo pour avoir des conversions et faire des bonnes stats. Je suis pas hyper d'accord avec toi là-dessus. Certes, TikTok, il y a beaucoup de... Quand tu vois les personnes qui réussissent sur TikTok, c'est quand même, ils ont une équipe créée à côté où ils ont vraiment des idées. Alors TikTok, ouais, je pense que TikTok, tu peux pas arriver avec une vidéo qui est un peu dégueu, cracra. Ouais. En revanche, sur Meta et Google, nous on a quand même beaucoup d'exemples. Tu vois, chez les studios, on fait des vidéos en intelligence artificielle avec des outils comme Agent, etc. Ce qui nous permet de tester des scripts en masse, en fait. En fait, c'est ça qu'on fait. C'est aujourd'hui, tu comprends le besoin de ta cible, de ton prospect, tu essaies de le marketer de manière intelligente, donc tu vas travailler ton script marketing, et la vidéo, tu n'as pas des acteurs comme ça à disposition, donc effectivement, on va utiliser des outils comme Agent, etc., A/B tester en masse ton script marketing, mais ça marche, parce qu'en fait, tu peux faire 10 itérations pour 40 balles par mois, tu vois très vite ce qui marche, certes, c'est pas parfait, mais je pense que tu peux quand même faire des vidéos sympas aujourd'hui avec tous les outils que tu as, sans vraiment te casser la tête à prendre un pack créa chez une grosse agence qui va te coûter 5000 balles, quoi. Par contre, à partir du moment où tu vas accélérer, oui, il faut que tu fasses une très belle chose. Je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais globalement, ça fait partie du package de si ton agence, je pense, elle est douée, elle comprend les leviers. Non, parler de TikTok, mais après, il y a aussi le truc de qualité, quoi. Moi, je suis pas vraiment convaincu par la qualité on parle de lead gen, de lead sur TikTok. Même si je sais qu'ils font beaucoup d'efforts avec les formulaires et les ciblages, comme on a dit. Niveau qualité, ce sera toujours moins bon qu'un Google. Voire même un Meta, je pense. Parce que c'est dans l'ère de l'instantanéité. Ouais, donc ça, en fait, c'est pas réfléchi comme. Je pense que sur TikTok, tu remplis un formulaire ou comme quand tu swipes pour regarder des vidéos, quoi. Donc c'est sûr que l'intentionnalité est pas incroyable. Après, je pense que c'est un levier qui demande qu'à être développé encore et qui va se développer. Après, ça reste une audience qui est très jeune aussi. Donc si ton business il parle à des quinquas et plus, c'est sûr, t'as pas encore d'intérêt à aller sur TikTok, quoi. Mais bon, pour répondre à la question globalement par où commencer, must, Google, Facebook, et en fonction de ton business, t'arbitres, quoi. Ouais. Nice. Point suivant. Qu'est-ce qu'on s'était dit qui pourrait aider notre audience? On s'était dit que c'est pas mal de refaire un tour sur, est-ce que tu gardes ton site ou est-ce que tu builds une landing page, quoi? Pour moi, il faut toujours faire une landing page. Ouais. Faut jamais faire avec le site vitrine. Donc toujours faire une landing page. On a parlé d'Unbounce tout à l'heure.
Aller faire son étude de marché, même si on a déjà une offre, etc. Hein, c'est vraiment aller faire l'étude de marché, qui diffuse sur Google, qui sont mes concurrents, quelles sont leurs offres. Et en fait, ça va nous permettre de venir avec peut-être une nouvelle approche, une offre un peu différenciante, et se démarquer tout de suite, en fait. Donc faire une landing page adaptée. Au départ, on peut faire une landing page un peu généraliste sur notre produit. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est de faire une landing page selon l'intention de recherche ou selon les produits qu'on a en interne, de différencier en fait, si vous voulez, les intentions d'achat. Mais ouais, toujours landing page pour moi. Là-dessus, c'est essentiel. Surtout que ça te permet, je pense, de retravailler ton offre, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et ce que je donnerais quand même comme petit hack à ceux qui veulent se lancer là-dessus, c'est surtout si tu bosses sur des marchés qui sont très très généralistes, essaie de trouver un sous-segment d'audience sur lequel tu vas pouvoir faire une landing page ultra déliée, ultra pertinente, mais qui va te permettre déjà de mettre la main à la pâte et surtout de commencer à avoir quelques rentrées faciles. Je donne un exemple. Là récemment, on a lancé pour un acteur des campagnes en assurance auto, très vastes. On s'est occupé de regarder un peu les audiences, enfin tout le travail qu'on décrivait tout à l'heure sur qui recherche quoi, etc. Et il y avait une audience assez intéressante où il y avait beaucoup de personnes qui tapaient sur Google assurance auto jeune conducteur. Ouais. On a regardé un peu ce que faisaient les concurrents, personne faisait une offre spéciale jeune conducteur. Et du coup, on a build une LP avec l'offre du client, mais en énorme, spécial, jeune conducteur, etc. Il n'y a pas de secret, quoi. Sur un marché ultra concurrentiel, au démarrage, on avait démarré hyper large, on s'est fait éclater sur l'assurance auto. Depuis qu'on a fait ça, banger. Ouais. Parce que, alors certes, on ne fait pas des 100 et des 1000 en termes de volume de conversion, mais au moins on a un truc qui tourne. Et c'est ultra précis, c'est assurance auto pour les jeunes conducteurs avec une provision de valeur qui répond à leurs besoins, à leurs attentes. On se différencie vachement du marché. On a fait l'exercice de comprendre les besoins du prospect. On ne peut pas le mettre en gros sur le site web du client parce qu'il a plein d'offres et ça n'aurait pas de sens. Par contre, le sortir dans une LP spécifique pour un funnel, ça marche. Exactement, ouais. Donc, essayez de trouver encore une fois des quick wins, de bien comprendre votre audience et après, LP essentiel, quoi. Je pense que ça, c'est important. LP, on n'a plus le choix. On s'était dit aussi, parce que je pense que ça, c'est un point qui est assez frustrant pour une audience, là, pour le coup, qui a déjà commencé à réussir, c'était pas mal de rebalayer. Ok, le search, ça fonctionne. Tu as des campagnes search qui fonctionnent. Tu sais que demain, potentiellement, le search va disparaître. Comment tu avances sur les autres leviers, quoi? En premier lieu, je pense que la demande gen, on en a beaucoup fait, nous. On a eu de bons résultats là-dessus. Peut-être que tu peux dire sur quoi ça diffuse demand gen rapidement. La demande gen, ça va être tout ce qui est format photo, vidéo. Ouais. Et là-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les audiences du search. Ouais. Ça marche super bien. Et en plus, ça permet aussi de canaliser Google. Parce que si on met pas d'audience là-dessus... Ça veut dire quoi, utiliser les audiences du search? En fait, tu vas prendre l'audience... tu vas aller dans tes paramètres d'audience, tu vas aller créer une audience de tous les mots en fait, que tu cibles en search. Ouais. Et tu vas dire à Google, ok, tu montres cette publicité uniquement aux personnes qui ont tapé ça. Donc ça permet vraiment de réduire en fait, la marge d'erreur potentielle. Et on a toujours de super résultats avec ça. Ouais. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est une demande gen avec cette audience. Ouais. Après, pourquoi pas faire une autre audience de ça, plus cliquer sur l'élargissement des audiences, même si c'est très dangereux. Ouais. Mais on peut aussi le tester pour aller faire plus de conversions, dans un second temps, pas directement. Donc la demande gen, moi j'aime bien sur Google. Après, pour scaler, non, je dirais aller lancer du Meta Ads aussi, en parallèle, ça marche bien. Le native, comme... Pas terrible. Ouais, pas terrible à éviter, je pense. Mais non, déjà, si on a du demandé, on peut quand même bien scaler. Hein. Là où c'est dur, je pense, et ça fait écho avec notre mouton à 5 pattes, c'est qu'il y a un moment où, effectivement, quand niveau marketing, t'es bon, t'as une bonne offre, t'as un bon taux de conversion, quand même, il y a un moment où la technicité reprend le pas, et ce que tu expliques, c'est que il y a un moment, tu vas quand même avoir un plafond de verre si tu n'as pas une très très bonne maîtrise technique de tous les outils Google, Meta, etc. Et ce que tu expliques typiquement avec Demand Gen, ça va peut-être être du chinois pour ceux qui nous écoutent, mais c'est du chinois parce qu'en fait, c'est très difficile. Parce que tu as une multitude en fait, d'outils effectivement sur Demand Gen, de subtilité sur les audiences d'intention, l'élargissement d'audience, couplé à des stratégies d'enchères, si tu es trop large, etc. Et Google, il t'aide pas. Hein. Non, il coche tous les trucs et il va faire en sorte que tu te fasses éclater. Alors là-dessus, moi j'ai beaucoup publié sur ma chaîne perso Google Ads, mais
Ce que je peux vous donner comme quick win, c'est que sur la partie Dimension, display, etc., c'est viser des audiences entre 1 et 5 millions de personnes. Faites très très attention à la taille de l'audience. Dès que vous allez partir au-delà de 5 millions de personnes sur des audiences YouTube, etc., à tous les coups, vous allez vous faire éclater. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de limiter à fond déjà l'amplitude horaire. Quand vous mettez de la diffusion 24-24, franchement, à chaque fois, vous allez vous faire éclater. Les premiers jours, vous allez diffuser entre minuit et 3 heures du matin. Que des clics à 3 centimes. Voilà, que des applications nulles. Quand vous utilisez l'élargissement d'audience, vous ne le mettez pas dans votre ad group de base, mais vous dupliquez l'ad group, vous gardez l'ad group où il n'y a pas l'élargissement, vous créez le même avec l'élargissement et vous mettez globalement moins 50% dans le niveau d'enchère que vous avez, souvent en CPA. Parce que l'élargissement d'enchère, ça peut être un énorme killer en termes de renta, mais un énorme killer en termes de perte aussi si vous le faites mal. Je sais pas si tu te rappelles, on avait lancé une demande gen au début, ouais. Et on avait laissé l'élargissement de ciblage. Ouais. Parce que Google, ça, il te le montre pas en fait. Ouais. Avec l'active, il faut même le désactiver deux fois. Maintenant. Et on avait lancé comme ça en fait, et en analysant les conversions, on avait vraiment fait pas mal de conversions. Et tu regardes tu segmentes un peu les conversions, tu vois qu'en fait les 90% de tes conversions c'est sur l'élargissement d'audience. Ouais. Donc en fait, ça marche très bien, très bien. Mais c'est un ascenseur en termes de stats. Et si tu le maîtrises pas bien, si tu comprends pas la logique qu'il y a derrière, que ton audience de base elle est beaucoup trop large, que t'as pas eu d'apprentissage, que tu mets le même niveau d'enchère à une audience ultra quali versus un truc ultra large, tu vas te faire éclater. Et c'est là où la technicité du consultant, la technicité de l'agence, où quand nous on passe notre journée à faire ça, à encaisser en fait les pertes pour le client, parce qu'en fait quand nous on apprend ce genre d'erreur, le client il paye pas, hein. Lui à la fin il paye le lead, le prix qu'on a défini, hein. Donc c'est là où effectivement passer par des acteurs comme Lead Studio ou d'autres qui passent leur journée là-dessus à encaisser les pertes pour toi, c'est un énorme avantage. Ouais, ça c'est évident, c'est un énorme avantage. En plus tu m'as fait penser, on parlait de bots, pour revenir sur le module landing page, ce qui est primordial maintenant je pense, surtout sur les secteurs hyper concurrentiels, c'est de mettre un outil anti-fraude, le reCAPTCHA de Google, obligatoire maintenant, parce qu'il y a énormément de concurrents qui viennent cliquer sur les sites des concurrents, mettre des faux clics, remplir des formulaires et tout, donc ça, obligatoire, je pense. reCAPTCHA, hyper important, en plus c'est gratuit. Et en plus, on peut le mettre en invisible. Donc, en invisible, ça exactement. Ça ne même pas la conversion. Mais on l'avait eu ça, là, c'était quand c'était... L'année dernière, je pense. On a parlé dans l'épisode 1, là, où on s'est pris... ça nous est arrivé, on s'est pris une attaque de bots... Terrible. On a pris 15 000, il y avait eu 15 000 leads en une nuit, etc. Ça avait fait exploser tout le système de distribution. Et clairement, là, on a vu aussi à quel point notre marché est difficile. Et on a beaucoup appris d'ailleurs quand ça nous est arrivé. Et aujourd'hui, on n'a plus parce que on a mis du ClickSys, du reCAPTCHA, de l'antibot, etc. Ça, évidemment, si toi tu scales en interne, ça va t'arriver. La question, c'est pas si, c'est quand. C'est quand tu vas te prendre des bots, des attaques, des machins. Et ça, protégez-vous. Très bonne digression, mais effectivement, vaut mieux sortir couvert quand tu annonces sur le web, de manière colossale. Surtout sur les marchés concurrentiels, parce que les CPC, en fait, t'imagines les concurrents, toute la journée cliquent sur tes annonces, tu te retrouves avec des... Il faudrait que je fasse un épisode anecdote, mais à l'époque, je travaillais, quand j'étais encore consultant en 2017, là, 2017-2018. D'ailleurs, tu as bossé dessus aussi, c'était avec les taxis. Les taxis, je pense que c'est le pire environnement. Tout le monde clique sur tes annonces. Tu dois faire. J'en avais fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur la chaîne, ma chaîne perso, où j'ai expliqué comment est-ce que tu mets en place un bouclier anti-fraude, c'est diffusé à toutes les heures possibles, etc. Ah non, mais c'est un délire. On se rend pas compte à quel point on paye du clic frauduleux sur Google, malheureusement. Ouais, une grosse partie de. Faut se protéger. Il nous reste une dizaine de minutes, je pense. On se fait le top 10 des erreurs à éviter. Petite checklist là. Top 10. On peut commencer direct. C'est comment lancer ses Google Ads sur un site vitrine. Ok. C'est une erreur assez basique. 2, c'est de pas délimiter sa zone. Il y a encore beaucoup de comptes qui lancent comme ça sans mettre leur zone géographique, sans exclure tout le reste. Ça, c'est un tips à faire. Parce qu'en général, les gens, ils ciblent, en fait, si vous voulez, la France, par exemple, mais ils excluent pas le reste du monde. Ouais. Et Google, c'est des petits filous là-dessus. Des fois, ils diffusent aussi beaucoup au Maghreb. Ça, on a beaucoup des clics à Maroc, Tunisie, tout ça.
Donc ouais, exclure tout le reste du monde. Ça, c'est la subtilité ultime, ce truc, c'est que Google va cibler de manière générale des gens qui sont dans la zone que tu cibles et qui sont intéressés par celle-ci. Et ils ont enlevé l'option en plus. Et ils ont enlevé l'option. Donc de Jean-Michel qui est au Canada, qui prépare son voyage pour les JO 2024, etc. et qui va taper réservation d'hôtel, je ne sais quoi. T'as pas du tout envie de l'avoir, mais tu vas quand même payer pour son clic. Donc oui, nous, ce qu'on a chez l'eStudio, c'est quand on advertise dans un pays ou une zone géographique, on met la cible et on exclut tout le reste. On a une liste d'exclusion de tous les pays du monde, en France, de tous les départements de France. On exclut tout. Et là, on gagne beaucoup d'argent à faire ça. Enfin, on épargne beaucoup d'argent. Ok, donc exclusion 2. Je dirais enlever les partenaires de recherche. Ouais. Ça, je trouve. Bah ça, c'est beaucoup qui me l'a dit, c'est vraiment de la merde ça au début. Ouais, arnaque totale. Beaucoup de faux clics, beaucoup de bots. Ouais. Donc ça, enlever, laisser que Google. Après, je dirais aussi, regardez ces search terms. Hein. Parce que moi, je sais que j'ai fait pas mal d'audits là dernièrement. Il y a énormément d'entreprises qui lancent en fait, mais ils regardent même pas sur quoi ils diffusent. Ouais. Ils lancent, ils ont l'impression que ça marche ou ça marche pas, mais ils savent pas pourquoi. Mots-clés négatifs. Vraiment, aller sur les search terms, aller exclure les mots-clés négatifs. En se disant que Google n'affiche pas tous les search terms. Ça, faut l'avoir en tête. Selon les comptes, des fois, on voit que 30% des search terms. Donc, si en plus on fait pas le travail, on se retrouve à diffuser sur des mots qui n'ont rien à voir. Ah bah, il met la poussière sur le tapis. Hein. C'est ça. Sous le tapis. Sur aussi, sûrement, mais surtout sous. Donc, regardez les search terms. Vérifier le tracking, je pense, aussi. Important. Ouais, pas de tracking. En plus, franchement, le tracking en lead gen, pour démarrer, je parle, c'est assez simple à faire. On traque un formulaire ou un appel. Donc, s'assurer que tout ça remonte bien. Ne pas trop commencer en large. Je sais qu'il y a 2 écoles là-dessus. Il y en a qui aiment bien commencer en large pour avoir le maximum de data rapidement et commencer à trier. Moi, je suis pas fan. Chez l'issue, pour moi, c'est un no-go. Ouais, c'est plus de l'expression. Garder du contrôle au début, Ouais, ça dépend. Commencer en smart bidding, je pense. On n'a plus trop le choix maintenant. CPC manuel, c'est compliqué de diffuser quand même au début. Ouais. Et parce que pour moi, en fait, au début, le but, c'est d'avoir vraiment beaucoup de data et de commencer à miser sur ce qui rapporte. Je pense que ça en fait, c'est surtout le point 5, globalement, c'est garder du contrôle, quoi. Ouais. Les mots-clés, ton CPC, caper le CPC portfolio, ouais. Essayer de limiter le CPC comme tu peux. Dis-moi si t'en as d'autres. Je dirais aussi, peut-être analyser aussi l'audience sur laquelle on diffuse. Moi, je sais que je le fais beaucoup. C'est aller voir la répartition mobile desktop, aller voir le sexe aussi, homme, femme. Ça peut t'orienter pour la landing page. Ouais, diffuser trop large, clairement. On s'était dit aussi, enfin, je pense, tu vois, 7e point, c'est les annonces. En vrai, bosse tes annonces, quoi. Si tu... Ce qui est dur avec les annonces, c'est que tu as fait toute ta campagne, c'est l'ultime truc. Et comportement humain classique, c'est j'ai fait mon ciblage, j'ai évité tous les pièges, c'est le dernier kilomètre, et tu vois la ligne d'arrivée, tu es prêt à publier ta campagne, et il faut faire 15 titres, 4 descriptions. Alors que non, c'est le plus important. Donc bâcler ton annonce, c'est le pire truc. Il faut qu'elle soit excellente. C'est vrai qu'avant, on avait les ETA, c'était beaucoup plus rapide. Mais ouais, annonce, c'est important de faire les composants d'annonce, du coup, aussi, site link, les accroches. Les images, j'ai pas sur tous les comptes, mais s'il y a des images, prenez-les. Vérifiez l'annonceur. Ouais. C'est aussi une belle galère, ça. Mais ça, c'est plus avancé, effectivement, les validations annonceurs, etc. C'est plus après, je pense. C'est, quand ton compte commence à diffuser, prépare-toi à valider le plus vite possible, sous peine que ton compte soit exclu. Mais bon, c'est plus pour les points avancés. Sinon, après, on l'a vu, tu l'as dit, site vitrine, mais avoir une LP qui est bien pensée. D'un point de vue budgétaire, point 9, je pense que quand tu démarres, il faut l'avoir en tête, c'est que Google s'autorise à diffuser sur une journée jusqu'à 3 fois ton budget journalier. Alors ça, c'est l'horreur, c'est la seule régie publicitaire qui fait ça. Ce qui fait qu'il suffit que tu aies fait une erreur. Google te punit direct 3 fois ton erreur. Surtout sur les lancements. Les premiers jours. Donc si tu veux diffuser à 100 € par jour en vitesse de croisière, tu mets 20 ou 30 € par jour. Ouais. Et déjà, ça va t'éviter. Parce que de toute façon, tu vas diffuser 100 € les premiers jours. Donc si tu mets 100, tu vas monter à 300. Et ça, c'est la gestion du budget, elle est très très mal comprise sur Google Ads. D'ailleurs, c'est aussi... moi, malheureusement, parfois, je me prends la tête avec les clients qui ne comprennent pas ça. Parce qu'on est capé parfois en mode, je veux, 50 leads par jour. Ils en reçoivent 80.
Oui, mais c'est juste que nous, on fait en sorte que t'en aies 50. On a beau avoir le meilleur système de distribution de la planète. Il y a un moment où Google, il m'a fait x3 sur mon budget. Donc je fais quoi? Je mets tout à la poubelle? Non, soyez flexible aussi, comprenez ça. Donc la gestion du budget, elle est vraiment compliquée. Si je rajouterais aussi quelque chose que pas beaucoup de gens font, c'est aller cocher toutes les audiences. Bon, je sais que c'est très long à faire, il faut cocher toutes les audiences et les mettre en observation. Ça va beaucoup nous servir après quand on voudra augmenter ou scaler. C'est partie de la data, avoir une bonne data, essayer d'en avoir le maximum dès le début. Après là-dessus, je sais pas si t'en as toi. Ouais, si c'est bon, bah là on est à 9, là, un petit dernier. Après, apparemment, il vaut mieux faire des top 9 que des top 10 ou des top 11. Il paraît que marketingment parlant, c'est mieux. C'est mieux. Donc on mettra dans la vidéo top 9 des erreurs, ça me paraît bien. Mais non, mais un petit bonus. Pour moi, j'en ai 2. En bonus, top des erreurs, c'est, mais plus d'un point de vue stratégie, c'est si tu vas sur Google Ads en mode je suis pas prêt à être sur du long terme, ça sert à rien. Parce que tu vas avoir des hauts et des bas tout le temps. Donc si tu penses à la formule magique en mode mon pote il m'a parlé de Google Ads ou je vois que tout le monde fait du Google Ads, je dois faire du Google Ads, non. Ça doit être une approche qui est réfléchie, méthodique, cartésienne et tu dois te dire ok, ça va être mon levier d'acquisition principal à 3 mois et je suis prêt à perdre et à itérer le temps qu'il faut avant de trouver le sweet spot qui me permettra d'être rentable. Mais sinon on laisse tomber parce que tu as tellement de hauts et de bas, ça sert à rien. Et 2, moi ce que j'aime beaucoup dire aussi, alors ça va contredire ce que je viens de dire, mais et je vous le dis souvent, le succès est immédiat sur Google Ads. Ça ne veut pas dire que tu vas le trouver tout de suite, mais oubliez les supercheries de Google de non, mais il y a un temps d'apprentissage d'algo, attends 30 jours avant de prendre des décisions, d'optimiser. Non. Sois sharp comme un trader, etc. Quand tu trades sur les marchés financiers, t'attends pas que 30 jours que ton cours d'action il monte. Hein. Quand il descend, t'as pris une mauvaise décision, t'itères et tu vas autre part. Bah, c'est pareil sur ton site web, c'est tous les jours, tu regardes tes résultats. Et si t'as pas un succès qui est immédiat, bah t'itères. Ça veut pas dire que tu vas l'avoir directement, mais t'itères tous les jours. Tu changes tes messages marketing, tes LP, tu modifies dans tous les sens jusqu'à commencer à avoir un sweet spot. Et ça, bah ouais, ça peut prendre 3 mois, quoi. Donc c'est soit sur le long terme, mais en même temps, accepte que tous les jours, si le succès n'est pas immédiat, c'est que tu t'es planté et tu recommences et tu repars à zéro. Quoi. Après là, tu le dis bien, c'est beaucoup itérer sur sa LP au début. Hein. Mais pas trop toucher à ses campagnes par contre. Ces campagnes, faut pas non plus... Non, ta campagne, tu l'as fait, tu touches plus. C'est ça, ouais, mais peut-être que les gens ils vont comprendre toucher à sa campagne tous les jours, modifier jusqu'à ce que ça marche. Ah, ouais, j'espère qu'ils vont... Non, effectivement. C'est beaucoup sa LP au début. Ouais. Le hack, en fait, c'est un peu là le niveau ultime. C'est le succès immédiat, mais le succès immédiat, pas sur ce que tu vas faire sur Google Ads, mais ce que tu fais à côté. Je pense qu'on pourra conclure là-dessus, c'est que je pense que c'est la clé de Google d'ailleurs, de cette heure d'entretien. C'est sur Google, le succès est immédiat, mais sur toutes les actions que vous allez prendre hors Google Ads. Donc, encore une fois, LP, message marketing, analyse business, psychologie marketing, c'est la clé. Et une fois que vous maîtrisez ça, ok, on peut passer à la technicité, stratégie d'enchère, discovery, bidule truc, et ce qu'on vous a donné. Donc, vous trompez pas. Commencez par maîtriser la base, le mouton à 5 pattes, le succès est immédiat. Et si vous faites ça, je pense que vous allez pouvoir réussir. Et si vous n'y arrivez pas, on sera toujours là pour vous aider. Ouais. Yanis, merci pour cet épisode. Tu veux conclure par un dernier mot ou all good? Non, moi je suis parfait. Pour le prochain, on se retrouve peut-être avec le reste de l'équipe. On espère. Présenter les autres. Il y a plein de choses à partager. À 5 pattes, du coup. Et où est-ce que toi on peut te retrouver? C'est ton moment? Moi sur LinkedIn, hein, principalement, je poste de temps en temps. Uniquement LinkedIn, pas de YouTube encore. Donc non, LinkedIn principalement. À noter que tu es indépendant chez nous, tu es aussi sur Malte. Ouais, j'ai aussi un profil Malte. Donc si vous avez besoin de soutien aussi, hors lead gen, conseil, audit Google Ads ou d'un killer pour piloter vos campagnes, je pense que vous savez qui contacter. Quoi. Merci. Yanis, merci à toi. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais. Si le contenu vous a plu, pensez à vous abonner. Ça participe au bon développement de la chaîne d'ailleurs et on vous en remercie. Et puis vous avez compris, hein, si vous voulez travailler avec un fournisseur de lead pour vous aider, leadstudio.fr. Merci à tous. Yanis, à la prochaine. À la prochaine, ouais. Ciao. Ciao.